Bonjour, je m'appelle Godelieve. Je suis très contente, encore une fois, de pouvoir vous faire la lecture. Vous savez, nous, les bénévoles de Lire à tout âge, on travaille très fort pour essayer de vous trouver des textes qui vont vous intéresser, qui vont vous changer les idées ou bien qui vont vous en donner d'autres. Alors, c'est à mon tour aujourd'hui de vous faire la lecture. Aujourd'hui, ça va être un peu un genre de méli-mélo, parce que j'ai des textes à vous lire sur deux personnes extraordinaires, dont Michel Louvain, et puis ensuite des petites choses sur la langue française, ensuite un autre texte de Gabriel Leroy. Alors, comme je vous dis, ça va être un petit peu méli-mélo. Alors, mon premier texte, s'appelle L'héritage de Michel Louvain. Michel Louvain nous a quittés il n'y a pas longtemps, là. Alors, je ne recommencerai pas tout ce qui a été dit dans les journaux parce que vous le savez sans doute, on l'aimait tous, là. Mais dans la presse de samedi dernier, il y avait un article de M. Stéphane Laporte que je trouvais intéressant parce qu'il donne toujours un genre de lumière particulière à ce dont il traite. Alors, je commence. L'héritage de Michel Louvain. L'étoile de Michel Louvain s'allume dans le ciel du Québec à la fin des années 1950. L'industrie musicale est en pleine transformation à cause d'une récente invention. Reine de tous les salons, la télévision. Une chanson, ce n'est plus seulement une voix, un son, c'est aussi un corps, un look. Les chanteurs deviennent des idoles, comme les stars de cinéma, mais en plus accessibles. Les vedettes des vues, on ne les croise pas dans la vraie vie, alors que celles du disque, oui. Suffit d'aller à leur spectacle et les fans y vont, en courant, en hurlant, en s'évanouissant. Michel Louvain est le premier chez nous à déclencher une passion pareille. Il est beau, rare. Son bonheur d'être sur scène est contagieux. Et son répertoire est entraînant sans être dérangeant. À mi-chemin entre le crooner des parents et le yéyé des enfants. Il triomphe au sommet des palmarès durant une bonne partie des années 1960. Puis arrivent les Beatles, les Stones, Charles Bois, et tout le monde prend un coup de vieux, même ceux qui sont encore jeunes. Louvain n'enchaîne plus les succès, mais il garde son public parce qu'il demeure ce qu'il est. Il ne devient pas hippie pour continuer à pogner. Il chante ses hits d'antan qui deviennent des chansons souvenirs. Mieux vaut être un souvenir qu'un oublié. Puis arrive en 1976 un moment de grâce imprévu et imprévisible. Pendant que tout le monde se pâme sur Elton John, David Bowie et Harmonium, une chanson sortie de nulle part devient incontournable. La Dame en bleu. Un bon vieux tango en pleine montée du disco. Pourquoi? Comment? Les mystères du tempo. Il y a dans cette ère-là quelque chose d'envoûtant. La production classique, le thème du coup de foudre et l'interprétation convaincante. Même un tripeux de Led Zepp ne peut la sortir de la tête. À l'aide. C'est le dernier gros hit radio du beau Brumel de Thetford Mines. Pas grave, il est devenu avant tout une personnalité télé qui poursuit ses tournées à guichets fermés. Puis, les années passent, on le voit moins sur nos écrans. Mais chaque fois qu'il réapparaît, il n'a pas changé. Toujours aussi heureux, émerveillé, jamais amer devant la gloire passée. Au contraire, reconnaissant de tout ce qu'il a reçu, prêt encore à donner. Et toujours aussi coquet. Le cheveu fourni bien placé, bien sapé, c'est rassurant. On se souhaite de vieillir comme lui, de vieillir en beauté. On a beau ne jamais avoir été un fan. On a beau ne jamais avoir ajouté une de ses chansons à nos listes. On a beau même s'être moqué de son trémolo très mollo. On ne pouvait ces dernières années qu'éprouver un profond respect devant un artiste qui a su durer, un artiste qui a autant de sincérité, aussi dévoué à son métier, devant ce sourire si vrai, jusqu'au dernier gros plan. La mort de Michel Louvain, mercredi dernier, nous a profondément touchés. Rien n'est plus triste que le départ d'un homme heureux.
Il aimait tant la vie. Pourquoi la vie a-t-elle cassé avec lui? Reste à partager entre nous son héritage. Il y en a pour tout un chacun. Ce souci constant d'être toujours à son meilleur pour que les autres le soient aussi. La gentillesse, l'attention, le sens de l'amitié, tout ce que ses proches ont si bien raconté durant les derniers jours. Il lègue aussi un bien précieux à tous ceux qui font du show business. Son influence ne vient pas de son répertoire, de son style, de sa voix, elle vient de son être. Son génie, c'est l'amour du public. Pas l'amour que le public a pour lui, l'amour que lui a pour le public. Jamais un artiste n'a entretenu une relation aussi réciproque avec ses fans. Souvent, ceux qui ont le micro oublient d'être à l'écoute de ceux qui ne l'ont pas. Pas lui. Combien de vedettes de la chanson décident de ne plus chanter leur tube le plus apprécié pour mettre de l'avant leur nouveau matériel? Ce titre ne fait plus partie de leur démarche. OK, c'est important la démarche, mais le bonheur des gens assis devant toi, c'est important aussi. C'est bien beau militer pour plein de causes, mais la première responsabilité d'un artiste, c'est celle envers son public. Personne n'en a été plus conscient que le beau Michel. Pendant plus de 40 ans, la Dame en bleu faisait partie de son tour de chant. Comment pouvait-il en être autrement? Que peut-on apporter de plus à quelqu'un à part notre volonté de lui faire du bien? C'est ça, Louvain. Les Québécois perdent plus qu'un artiste qu'ils aimaient. Ils perdent un artiste qui les aimait. Autant, je dirais même encore plus, c'est rare. Voilà pourquoi sa perte fait si mal. Heureusement, son souvenir fait du bien. Je pense que ça le décrit très bien. J'ai pensé vous lire juste comme ça, là. Le premier, La Dame en bleu, le texte. Vous savez, souvent, on entend des chansons, mais on ne remarque pas les paroles, là. Juste la première strophe et le refrain, juste pour vous donner l'idée de combien c'était beau. La Dame en bleu. Qui est la belle connue? La femme en bleu, seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Je n'ai jamais vu s'ennuyer une femme avec tant de charme. Et si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer. Et le refrain, à cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la Dame en bleu. Toi, ma belle, belle et connue, tu m'attires et tu me charmes. Tu m'as rendu amoureux de la Dame en bleu. Comme deuxième lecture, j'ai pensé vous présenter une grande poète autochtone. Je trouve qu'on ne lit pas assez des choses que ces personnes-là écrivent ou nous disent, là. Puis c'est très beau aussi. Alors, Joséphine Bacon, c'est la plus grande poète autochtone, je pense, de nos jours, là. Elle est née le 23 avril 1947 dans une communauté innu, autrefois nommée Bertimis, maintenant Betsiamit, pour ceux qui sont allés dans le Grand Nord, avant de devenir Bessamit, située à 50 km à l'ouest de Bécomo. Elle vit les 5 premières années de sa vie en semi-nomadisme dans le Nouchimit, à l'intérieur des terres de son peuple. Ça veut donc dire qu'elle se promenait d'un endroit à l'autre. Elle est envoyée au pensionnat à Maliotenam, à 16 km à l'est de cette île, mais réussit à éviter un déracinement complet en côtoyant les jeunes des communautés environnantes, ce qui lui permet de conserver sa langue maternelle. Début vingtaine, Joséphine quitte le Maliotenam en direction de Québec pour suivre des cours de secrétariat. Elle parle alors surtout en français, quelquefois en anglais. Elle continue de discuter en Innu-Aimun, j'espère que je le prononce bien, avec ses quelques amis qui ont fait le chemin avec elle. Joséphine sera à Ottawa pour 6 mois afin de participer à une formation ouverte par le Bureau des affaires autochtones. En 1968, elle se rend à Montréal pour trouver du travail. Après quelques tentatives infructueuses, elle se retrouve à la rue. Par contre, elle rencontre des anthropologues qui sont intéressés à la voir comme traductrice et ça lui donne un gros coup de main.
En plus de son travail de transcription et d'assistante de recherche, elle travaille aussi avec des linguistes, devient traductrice et collabore avec des cinéastes, dont Gilles Carle, que nous connaissons bien, et Arthur Lamotte. En 2009, elle publie chez Mémoire d'Encrier un premier recueil, Bâton à message. Avec ça, elle a reçu le Grand Prix de la poésie de Montréal en 2010 pour son poème « Dessine-moi l'arbre », que je vais vous lire pour terminer. Elle a continué à écrire, elle est de plus en plus connue, puis maintenant, elle enseigne depuis une quarantaine d'années, elle enseigne à d'autres autochtones, elle donne des ateliers d'écriture, elle enseigne à l'université, elle publie de nombreux ouvrages, et puis elle est devenue, je pense, assez connue, ce qui est merveilleux. Je vais vous lire en fait le prologue dans son livre « Un thé dans la toundra », parce que ça nous explique un peu comment ces personnes autochtones vivent près de la nature. Ils écoutent le vent, les arbres, c'est beau, et je pense que ça vaut la peine d'apprendre à mieux les connaître. Alors, c'est le début du livre, c'est le prologue. Lorsque j'ai vu la toundra pour la première fois, j'étais à Shefferville, accueillie par un grand chasseur de caribous, Joseph Chupette-Dominique et sa femme Maïna. C'était l'automne 1995. Se tenait alors le premier rassemblement des aînés de toutes les communautés inues. Dès mon arrivée, nous nous sommes rendus au campement. Les tentes étaient montées depuis la veille, les foyers installés, les feux allumés. Cela rappelait à Joseph Chupette-Dominique les grands rassemblements de printemps, lorsque les différents clans convergeaient de leur territoire de chasse pour descendre ensemble vers la côte. Les yeux illuminés, Joseph Chupette-Dominique vivait de nouveau cette période heureuse. Il renaissait. Il a serré la main de tous les aînés. Le lendemain, nous sommes partis chasser le caribou. Nous avons quitté la taïga de Shefferville en pick-up. Nous avons traversé la forêt verte. Joseph Chupette-Dominique m'a fait remarquer les panaches de caribou accrochés à la cime des épinettes. Nous nous sommes arrêtés pour que je puisse les observer. Sais-tu pourquoi les Inuits font cela? Oui, pour que le caribou revienne. Oui, mais c'est aussi pour montrer notre respect au maître du caribou, Atiku, Napeu ou Papa Cacique. J'étais en contemplation devant tant de respect de la part des vieux chasseurs. Je voyais de mes propres yeux les traces de ce rituel dont j'avais tant entendu parler dans les récits. C'était magique. Nous avons fait de la route. Il y avait de moins en moins d'arbres jusqu'à ce que Joseph Chupette-Dominique me dise « C'est ça qu'on appelle Mucho assis la toundra ». Je me suis alors souvenu des paroles de Micha Napeu, celui qu'on appelait le grand homme. « Si un jour tu vas à la toundra, tu sentiras que la terre te porte. » C'est beau, hein? C'était vrai. Je voyais l'horizon tout autour. Il n'y avait plus de murs, comme si j'étais dans l'espace suspendu dans le temps. En septembre, le caribou se déplace en petits groupes. Les yeux de Joseph Chupette-Dominique perçaient l'horizon comme ceux d'un jeune chasseur. Il y a 6 caribous là-bas. Je n'arrivais pas à les distinguer, même avec des jumelles. Si tu ne sais pas regarder, tu ne verras rien. Ça m'a pris un temps fou pour les voir. Ils étaient tout petits à l'horizon. Comment avait-il fait pour les voir sans jumelles? Apprends à regarder. Finalement, ils étaient là. Il s'est tourné vers moi et m'a désigné une grosse roche derrière laquelle nous irions nous cacher pour les attendre. Il savait combien de temps ça allait prendre au caribou pour arriver là où nous étions cachés. Il connaissait la direction qu'ils allaient emprunter. Tout est arrivé exactement comme il l'avait prédit. 20 minutes plus tard, les caribous étaient là. J'étais sans voix. Comment faisait-il pour les connaître si bien et pour être si précis? Il faut être proche de Papa Cacique. Il avait sans doute sa façon de prier, de méditer. Je vais tirer sur le jeune caribou pour honorer les aînés qui sont en visite chez nous. Ils ont besoin de manger de la viande tendre. Il n'a tiré que sur le jeune. Il a aussi dépecé. Maïna avait allumé un feu. Elle coupait des tranches de caribou sur une grosse roche.
Elle a pris une petite chaudière noircie par la suie et l'a remplie d'eau. Elle a jeté des sachets de thé dans l'eau. Elle a suspendu l'anse de la chaudière à un bâton planté en diagonale dans le sol au-dessus du feu. Elle a fait cuire le caribou. Elle savait que le thé serait prêt au même moment que la viande. Avec la chaudière, elle a arrosé de thé les tranches de caribou dans le poêlon. Mon plus beau festin. Nous étions assis dans la toundra à déguster, à rendre grâce au maître du caribou. Après le repas, Maïna m'a demandé d'aller chercher une pierre que je devrais déposer sur la roche où elle avait tranché le caribou. Ainsi, chaque fois qu'elle reviendrait à cet endroit, cette pierre allait signifier ma présence. Depuis, Joseph Chupette-Dominique nous a quittés. Je sais qu'il est devenu l'esprit des chasseurs. C'est lui, le caribou, qui parfois s'approche la nuit, près du village, pour que le tambour de la parole n'oublie rien. Je pense que ça nous dit un peu la beauté de ces personnes-là. Des fois, on trouve qu'ils mangent, ils tuent des caribous, mais il y a beaucoup de Blancs qui tuent des caribous aussi, hein, au temps de la chasse. Alors, c'est ça. Maintenant, je voudrais peut-être vous lire le poème qui a gagné le Grand Prix de la poésie. C'est quand même quelque chose, pas un prix autochtone, le Grand Prix de la poésie, c'est-à-dire c'était universel. Ça s'appelle « Dessine-moi l'arbre que tu es ». Dessine-moi la rivière que tu as racontée. Dessine-moi le vent qui t'a fait voyager. Dessine-moi le feu qui brûle en nous. Dis-moi que je suis ton au-delà. Dis-moi que tu es mon au-delà. Toi, l'animal blessé. Tes ancêtres t'ont conduit à moi pour me raconter les images de tes rêves. Reste un peu dans ma mémoire. Toi, l'homme, l'animal blessé. Reste un peu dans ma mémoire. Tes murmures sonnent la sagesse d'une vie vécue. Ton regard devine la paix. Ton cœur bat au rythme des battements d'ailes de l'aigle. Ton sommeil est habité par les esprits de ton peuple métis silencieux. La nuit étoilée t'emporte dans un monde qui te garde vivant. C'est beau, hein? J'espère que vous avez aimé ça. Bon, maintenant, ça va être ce que j'aime un petit peu, une leçon de français. Ça me rappelle des souvenirs quand j'enseignais. Là, il y a M. Guy Bertrand qui a écrit un livre qui s'intitule « 400 capsules linguistiques ». Dans ça, il prend des expressions qu'on utilise, puis il nous dit s'ils sont corrects ou pas corrects, ou parfois on pourrait les remplacer. C'est amusant. Il y a des capsules à Radio-Canada, des fois, ça dure juste 1 minute ou 2, mais à chaque fois, on apprend quelque chose, ce qui est important. Alors, la première que j'ai choisie dans son livre, c'est « Trouve-t-on des patates chaudes ailleurs que dans les assiettes? » Sous l'influence de l'anglais, on appelle familièrement patate chaude une question délicate dont une personne ne veut pas s'occuper. Certaines expressions anglaises, imagées ou cocasses, sont difficilement transposables dans les autres langues. Les équivalents français de hot potato sont sujet brûlant, sujet controversé, question délicate ou problème épineux. On peut également dire qu'une chose est une source d'embarras. Dans la langue soutenue, on devrait s'en tenir à des locutions bien connues. Dans la langue familière, en revanche, on peut se permettre de conserver la sympathique métaphore de la patate chaude. D'ailleurs, dans le Petit Robert, on trouve l'expression « se refiler la patate chaude ». Ça veut dire se passer le problème d'une personne à l'autre. On précise toutefois qu'il s'agit d'une copie de l'anglais. C'est amusant, n'est-ce pas? Et l'autre expression que j'ai choisie, c'est « Vaut-il mieux vivre dans un coqueron ou dans une cambuse? » Contrairement à ce qu'on serait porté à croire, ces deux mots de la langue populaire de chez nous figurent dans tous les dictionnaires français. Le mot « coqueron » vient de l'anglais « cookroom ». À l'origine, le coqueron était une petite pièce au fond de la coque d'un navire où le cuisinier conservait ses provisions. Chez nous, le mot « coqueron » désigne également une très petite pièce ou une maison minuscule. Cambuse nous vient également de la langue de la marine.
dans les navires, la cambuse est un magasin qui sert à l'entreposage des vivres. Dans la langue familière, la cambuse est aussi un logis pauvre et mal entretenu. Cambuse vient de cabouis, un vieux mot néerlandais qui désignait la cuisine de certains navires. Ce mot a donné caboose en anglais. Dans la langue des chemins de fer, le terme caboose se traduit par wagon de queue. Bon, alors on a appris deux choses, deux mots ou deux expressions qu'il faut utiliser de la bonne façon. L'autre petit livre que j'ai choisi, c'est un livre de Bernard Pivot qui s'intitule « 100 mots à sauver ». Bernard Pivot, c'est un amoureux français, amoureux de la langue française, qui s'est toujours battu pour la préserver. Puis lui, il est triste de penser que quand on refait un dictionnaire, le Larousse, le Petit Robert ou n'importe lequel, on enlève environ 500 mots, puis qu'on jette aux poubelles, si l'on peut dire, pour les remplacer par d'autres mots, souvent par des mots anglais. Alors, j'en ai choisi deux qui sont disparus, puis que lui aimerait qu'on n'oublie pas. Alors, le premier s'intitule « Flafla ». Vous avez certainement déjà entendu ça. Ou « Flafla » ou « Chichi » ou « Tralala ». Le flafla est un comportement ostentatoire, une mise en scène pour faire de l'effet, pour impressionner. Habillement recherché, luxueux, maniéré, très distingué. Faire des flaflas. C'est le contraire du naturel. Ce mot est presque une onomatopée. On entend dans la répétition de flafla le froissement des étoffes et le bruit des paroles affectées. Toujours est-il que 2 dimanches de suite, il avait reçu chez lui, avec beaucoup de flafla, un ami de Naples, un complice des temps heureux. C'est un extrait qui prend d'un livre qui s'intitule « Les belles natures ». Alors, du flafla, moi, j'utilise encore ça, fait non pas de flafla. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est « saperlipopette ». À l'oreille, une des plus jolies trouvailles de la langue française. C'est un juron, un gentil juron, qui s'est probablement affadi au fil du temps, gagnant en drôlerie ce qu'il a perdu en force. Comme sapristi est une déformation de sacristie, saperlotte d'abord, puis saperlipopette sont des reconversions du mot sacré, de grande consommation dans les jurons et les blasphèmes. Saperlipopette exprime l'étonnement ou l'agacement et vient souvent appuyer un ordre ou une indignation. Mais vous êtes en train de me raconter des blagues, saperlipopette. Le professeur Tournesol, ça c'est dans Tintin, saperlipopette, je n'aurais pas dû sortir sans parapluie. Saperlipopette, il avait pourtant promis de ne rien dire. Cela devait être une surprise. Saperlipopette. Qu'est-ce que c'est toutes ces cachotteries à la fin? J'en ai assez. C'est tiré de Les bijoux de la Castafiore. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont lu. Alors, c'est ça. C'est ma petite leçon de français. Comme dernière lecture, j'ai décidé qu'on allait s'amuser un peu. Je ne sais pas si vous connaissez sans doute Gabrielle Roy, qui est notre plus grande écrivaine québécoise, je crois bien. Là. Alors, elle a écrit Bonheur d'occasion, toutes sortes de livres sérieux dans un sens, Détresse et enchantement, des livres magnifiques quand même. Mais je réalise que c'est une dame qui s'amusait aussi et qui est capable d'avoir du plaisir. Elle passait l'été à Rivière-Saint-François ces dernières années, puis elle a écrit un livre qui s'appelle « Cet été qui chantait ». Alors, dans ce livre-là, j'ai choisi une histoire amusante. Alors, elle avait un chat, et puis j'ai pensé que ça pourrait vous amuser pour terminer la lecture. Ça s'appelle « Danse moufette ». Drôle d'idée au départ d'appeler son chat une moufette, là, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien à dire. Depuis 3 jours, ma petite chatte espiègle n'a pas trouvé à me jouer de nouveaux tours pour me faire rire ou fâcher. Ses cachettes sont toutes éventées. Moufette en est bien dépitée. Il y eut d'abord celle du dessus du buffet. Ce meuble est un mastodonte. Il touche presque le plafond. Vint le temps ce soir-là de mettre Moufette au lit dans son panier à la cuisine. Je l'appelais, aucune réponse. Évidemment, c'est un peu avant l'heure du coucher qu'elle se cherche une cachette, comme si elle se disait «
Enfermé pour être enfermé, autant l'être de mon plein gré. Je cherchais sous les lits, dans les penderies, en arrière des chaises et du divan. Sans être bien grosse, Moufette, à 4 mois, est tout de même assez facilement repérable, même la nuit, grâce à son costume blanc rayé de noir. Oh, c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Moufette. Finalement, il ne restait plus à aller voir que sur le dessus du buffet. Ce qui m'en donna l'idée, c'est que j'aperçus un chemin possible pour s'y rendre. Quelques étagères à livres d'abord, puis une catalogue pendant le long du mur, enfin un bout de mur à nu, mais quand on a de bonnes griffes. Je plaçai une chaise sur la table. Je grimpai et tassai contre le fond, étiré sans bon sens afin de mieux passer inaperçu, je découvris Moufette, nullement gênée d'avoir été repérée. Bien au contraire, elle eut pour moi une espèce de clin d'œil qui semblait signifier « Ah ah, je t'ai bien eu, hein? » Ensuite, elle bâilla et vint s'asseoir à l'extrême bord du buffet qui donne sur une baie vitrée qui donne sur la mer. La petite chatte fixa les yeux sur le lointain de l'eau et prit un air de contemplation, comme pour marquer qu'elle était montée si haut, expressément, pour obtenir une belle vue d'ensemble. Il n'y a pas de doute que, par-dessus personne et meubles, elle devait jouir d'un panorama unique. En tout cas, elle était si bien qu'il n'y eut que la fin pour la faire descendre. Dès le lendemain, Moufette trouva une autre cachette, jamais la même 2 fois. Cette fois-ci, elle y parvint à se glisser sous le couvre-lit, bien tiré, sans y faire un seul pli. En somme, à se coucher dans un lit tout fait, sans que cela parût. Elle s'y était à ce point aplatie que je passais bien 20 fois par là sans rien remarquer d'anormal. Ni le plus léger bourrelet, ni la moindre fronce. À la 21e fois, un faible mouvement de respiration, soulevant de rien le couvre-lit, capta mon attention. Je le tirai d'un coup sec. Découverte, Moufette eut l'air enchantée. Elle passa son temps à se chercher des cassettes et serait cependant le plus déçu du monde si je ne la trouvais pas. Mais la joueuse allait en manquer. Il y a des limites à celles que l'on peut s'assurer dans une petite maison de campagne, alors que, de surcroît, on a une maîtresse qui s'y connaît dans les espiègleries de jeunes chats. Toujours est-il que depuis le coup du couvre-lit, Moufette s'ennuie. J'ai beau lui proposer ses jouets préférés, une bobine de fil, des boulettes de papier journal avec lesquelles elle joue au hockey, même de grands sacs en papier d'épicerie qu'elle promène à travers la pièce, cachés à l'intérieur, en sorte que les sacs ont l'air de se promener d'eux-mêmes sur le plancher. J'ai beau tout lui offrir, Moufette vient me trouver pour se plaindre de miaulements tristes. C'était bien plus drôle quand tu me cherchais pendant des heures, mettant la maison sans dessus-dessous et que je faisais la morte. Et la petite endiablée, si pleine de tours, me bâille démesurément au nez. Je n'en reviens jamais de ce qu'une si petite créature puisse bâiller si grand. Pendant quelques minutes, à court d'idées, elle n'a plus l'air de trouver la vie amusante du tout. Jusqu'à hier soir. Hier soir, il y avait des brûlots. Ce sont d'immondes insectes, invisibles à l'œil nu et qui piquent cependant férocement. Qu'il y ait de la lumière dans la maison, ils franchissent les moustiquaires et vous relancent jusque dans votre lit. Donc, je n'allumais pas. Seule une vieille lampe à pétrole que je garde en cas de panne d'électricité. De plus, quelques bougies à la citronnelle. Ainsi, dans la nuit, infestée de brûlots, j'étais comme dans une forteresse protégée par mes barrages. Survint alors de mes amis. Je voulus allumer. Elle me suppliant de n'en rien faire. C'est tellement plus agréable de veiller à la chandelle. Il y a si longtemps que cela ne nous est arrivé. Alors, nous avons redécouvert que veiller à la chandelle, la porte ouverte au léger bruit de la nuit qui entre discrètement, est une des merveilles de l'existence à la campagne. Mais, à la chétive lueur, les yeux aussi prennent souvent qualité de songe. On dirait de petits lacs cernés de nuit qui miroitent sous le lointain rayon de quelques lumières invisibles.
Moufette, fascinée par ces merveilleux regards humains, allait de l'une à l'autre, sautait sur les genoux de celle-ci, de celle-là, nous regardait à tour de rôle les yeux, puis soudain, le coup de patte tentait d'en attraper l'éclat. Chacune la flattait, lui disait qu'elle est la plus jolie chatte du monde, ce que Moufette ne se lasse jamais d'entendre. Ce petit cœur animal, autant qu'un cœur humain, a besoin de savoir qu'il est aimé. Tout à coup, passant dans la lueur d'une bougie, Moufette aperçut son ombre déformée. Eut-elle peur? Ne saisit-elle pas déjà plutôt l'effet de comédie qu'elle pouvait tirer de la situation? Quoi qu'il en soit, elle fit le broncho, tête basse, cou tordu pour nous regarder de travers, dos en arche de pont, queue pareillement, elle s'éleva dans l'air des 4 pattes à la fois. Ainsi, elle exécuta une série de bonds de côté, nous présentant toujours ce profil menaçant. Nous rions de bonne peur de voir transformer en animal dangereux cette créature amicale. Sans doute notre gaieté grisa-t-elle Moufette. La petite folle jouait maintenant à se faire peur à elle-même. « Danse, Moufette » lui demandons-nous. Regard en biais, oreilles aplaties, dos surélevé, elle s'élance des 4 pattes sur les 4 pattes retombe. Comme c'est beau, danse! Et Moufette s'élève un peu plus haut encore. Fait un bond de plus, nous menace de son profil terrible. Danse, Moufette! Elle saute, retombe sur ses 4 pattes, remonte, nous lance un regard vilain. Elle danserait toute la nuit maintenant qu'elle a trouvé le tour de jouer à nous faire peur. Danse la courte flamme des bougies dans leur verre. Danse la lueur amusée des regards humains tout autour. Et danse au milieu de notre cercle la petite forme blanche à rayures noires, folle de son succès. Alors, il ne faut pas oublier que c'est Gabrielle Roy qui est ça, notre grande écrivaine, donc elle est capable de faire, avec des choses ordinaires, un beau petit texte. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la séance de lecture et que ça vous a amusé et qu'aussi on a appris des choses.